Merci beaucoup. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, parce que même si effectivement je me suis un peu éloigné provisoirement du nucléaire pour aller voir les problématiques des ressources, je dirais, face à la transition énergétique, je garde évidemment un pied, je dirais, dans le nucléaire, et je continue à suivre avec grande attention ce qui se passe sur ces sujets-là, notamment avec l'actualité actuelle. Donc aujourd'hui, je vais, en l'absence de Tony Daletto, qui est le conseiller nucléaire actuel à Pékin, donc intervenir pour vous donner un peu une vision d'ensemble du développement du nucléaire chinois. Et vous allez tout de suite comprendre que le nucléaire chinois, il ne faut pas qu'on le regarde tout seul, mais qu'on le regarde, je dirais, dans le contexte de la transition énergétique, de la décarbonation qui est en train d'entreprendre la Chine. Et donc, je me permettrai d'élargir un peu, je dirais, le focus en regardant l'ensemble de la problématique énergétique. Alors, si je récupère... Donc juste un petit préambule classique pour dire que j'interviens ici, je dirais, en mon nom et pas forcément, que mes propos n'engagent pas mes employeurs actuels ou passés. Alors, donc quel est le mix énergétique aujourd'hui de la Chine? Je pense que c'est quelque chose qui est bien connu. Vous le savez, aujourd'hui, la Chine est un pays qui est très carboné. Vous le voyez sur la figure là, plus de 88%, grosso modo, de son énergie provient des énergies carbonées, dont le charbon. La Chine est assise sur des réserves importantes. Et donc, évidemment, pour tout un tas d'enjeux sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, c'est aujourd'hui sa première source énergétique. Donc, une de ces raisons, c'est d'ailleurs d'essayer de préserver son indépendance énergétique. Vous le voyez sur les chiffres que vous avez là. Vous voyez que le charbon, pour 92%, est localisé en Chine. Donc, ce faisant, la Chine préserve son autonomie, son indépendance, alors que sur les autres ressources, que ce soit les ressources fossiles ou même l'uranium, pour le moment, ça requiert des importations qui sont importantes. Et vous imaginez bien que pour le pouvoir chinois, il est important d'avoir une certaine indépendance et de ne pas être dépendant des importations. Donc, si on s'en reste là, effectivement, on peut se dire que la décarbonation de la Chine, il y a du chemin, que c'est sans doute un des pays qui en est le plus loin, en tout cas par rapport à la taille que peut représenter la Chine. Et aujourd'hui, c'est effectivement le plus grand émetteur de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Donc, c'est peut-être avec une certaine surprise pour certains que la Chine a annoncé que, comme tout le monde, elle s'engageait dans la course vers le net zéro, vers la neutralité carbone, avec une échéance fixée en 2060. Donc, c'est l'annonce qui a été faite par le président chinois Xi Jinping lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2020, et qui, même s'il y avait déjà, je dirais, une velléité forte dans le pays pour aller dans cette direction-là, a néanmoins montré, je dirais, un coup d'accélérateur assez notoire par rapport aux ambitions qu'affichait la Chine jusqu'à maintenant, et qui s'est décliné derrière vers une hausse assez rapide des ambitions qu'elle porte dans le cadre de l'accord de Paris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, et on va le voir dans un instant, en fait, cette transition vers une économie bas carbone, elle est déjà engagée de longue date. Et vous voyez que typiquement, sur la figure que vous avez sous les yeux, donc l'intensité carbone aujourd'hui de l'électricité chinoise est déjà en diminution depuis une bonne vingtaine d'années, et c'est quelque chose qui est donc une tendance de fond qui vraiment ne se dément pas. Alors pourquoi finalement on pourrait se dire, pourquoi cet engagement au-delà, est-ce que c'est uniquement par souci effectivement de résoudre la question climatique, ou est-ce qu'il y a un agenda caché ou d'autres enjeux derrière? C'est sans doute la réponse est sans doute un mix des deux. C'est-à-dire que la décarbonation aujourd'hui, c'est clairement aussi un moyen quelque part pour augmenter, préserver l'indépendance énergétique. Je vous remets ici typiquement l'origine des importations de pétrole de la Chine aujourd'hui. Donc je rappelle que pour 70%, ils viennent de l'étranger, et vous voyez, avec une forte dépendance, comme beaucoup de pays, au Moyen-Orient, mais aussi à l'Afrique, à la Russie, etc. Et donc, même si la Chine investit beaucoup dans sa diplomatie pour sécuriser ses ressources, ça reste un point de fragilité de l'économie chinoise, surtout si à un moment on devait partir dans, je dirais, des confrontations politiques un peu plus fortes que ce qu'elles ne sont aujourd'hui, même si elles sont déjà pas négligeables. Et donc, il est clair que des énergies comme le charbon, comme le nucléaire, comme les renouvelables, sont des solutions qui permettent de relocaliser pas mal de choses sur le territoire national. Il y a aussi la nécessité de répondre à des besoins qui sont croissants, il ne faut pas l'oublier, à la fois la croissance économique, qui, même si elle a fortement diminué, reste quand même aux alentours de 6% aujourd'hui, et puis une croissance de la population qui est en train de se stabiliser. C'est la courbe bleue que vous voyez au milieu. Vous voyez que sur cette prévision de l'ONU, ils envisageaient une stabilisation de la population autour d'1,4 milliard en 2030. Ça sera sans doute atteint un peu plus tôt par une baisse plus importante que prévu du taux de natalité. Mais malgré tout, et ça reste un driver important, il faut bien avoir en tête qu'à population constante, il y a une augmentation significative de l'urbanisation et
du transfert de la population depuis les environnements ruraux vers la ville, et donc avec une croissance des besoins énergétiques. C'est la courbe que vous voyez en rouge ici, vous voyez la population urbaine. Et puis, last but not least, on a quand même un enjeu de pollution court terme, qui se voit au quotidien. Vous avez tous déjà vu ou entendu parler des niveaux de particules atteints dans l'atmosphère chinoise. Vous avez en bas une photo de Pékin, le quartier des affaires à Guomao, un jour de forte pollution, comparaison à un jour où il fait beau, où il y a du vent plutôt. Et donc, effectivement, la Chine a connu des pics de pollution extrêmement importants dans les années 2015, mais par contre, ils ont pris des mesures très strictes et très rapides, d'arrêt total d'utilisation du charbon pour le chauffage, par exemple, etc., qui fait qu'aujourd'hui, alors que Pékin faisait partie des 10 villes les plus polluées au monde, aujourd'hui, ils ont quitté le top 200 en 5 ans. Donc vous voyez quand même, certes, peut-être c'est lié au fait que d'autres villes ont vu leur pollution augmenter, mais c'est aussi clairement la traduction d'un engagement politique très fort, parce que derrière, il y a une pression quand même citoyenne qui reste importante. Les questions environnementales est un domaine sur lequel les citoyens chinois ont le droit d'exprimer un avis, contrairement à d'autres sujets, et donc ils ne se privent pas pour le faire. Alors, c'est aussi, et quatrième point, les énergies décarbonées, ça rejoint aussi finalement, je pense, un enjeu, on va dire, géopolitique, diplomatique extrêmement important. C'est-à-dire qu'il ne vous aura pas échappé que la Chine, notamment, se sent pousser des ailes, j'allais dire, aujourd'hui, et a vraiment l'ambition de devenir la première puissance technologique mondiale, pour le dire en d'autres mots, de passer devant les États-Unis, et donc investit énormément dans cet objectif-là. Vous avez quelques chiffres ici sur l'investissement en recherche aujourd'hui de la Chine. On estime qu'il y a à peu près 4 millions de personnes qui bossent dans le domaine de la R&D, qui représente 2,5% du PIB. On ne le sait peut-être pas beaucoup en France, mais c'est devenu le premier pays publiant au monde, c'est devenu le premier pays déposant de brevets, le plus grand organisme de recherche au monde, c'est l'Académie des sciences chinoises. Enfin voilà, et tout ça, c'est des choses qui sont passées, c'est bascule depuis 2018, donc c'est assez récent, et tout ça pour dire qu'ils ont vraiment un investissement qui est conséquent, et vous le voyez aussi à nouveau sur le pourcentage des investissements mondiaux dans différents secteurs industriels, et vous voyez que la Chine, en général, représente une quote-part qui est largement supérieure à la taille de sa population. Donc, tout ça, et derrière cet investissement, la Chine a aussi identifié quelque part les technologies décarbonées comme étant sans doute une clé dans la compétition technologique mondiale, dans le positionnement diplomatique et géopolitique du futur. Et donc, elle souhaite vraiment être le leader sur ces sujets et elle investit énormément. On l'a déjà vu au travers de ce qui a pu se passer sur les ENR, mais je pense qu'on continuera à le voir dans tout un tas de sujets du même genre. Et puis derrière ça, ils ont une vraie volonté d'appropriation et d'acquisition d'une autonomie technologique, avec donc un plan qui s'appelle Made in China 2025, qui vise vraiment à siniser, je dirais, toutes les technologies dont ils ont besoin. Et siniser, ce n'est pas juste changer la marque et mettre une marque chinoise, c'est derrière les optimiser, vous savez qu'ils sont très forts pour ça, et puis à partir d'une invention peut-être qui a été faite à l'étranger, la pousser, je dirais, jusqu'à le maximum finalement de ce qu'on peut en tirer, et de manière derrière, donc, à les porter sur le marché chinois, qui reste un marché fermé sur beaucoup de sujets en rupture, de faire quelque part mûrir, émerger des champions, qui déjà vont avoir pu consolider leur positionnement à l'échelle du marché national, avant évidemment de les envoyer sur le marché mondial pour diffuser les technologies chinoises Urbi et Orbi. Et je vous renvoie juste à ce qui a pu se passer sur les cellules photovoltaïques, sur les panneaux solaires, qui est une très bonne illustration de leur stratégie, qui est clairement explicitée dans des documents, donc il n'y a rien de caché sur tout ça. Et il faut avoir conscience qu'ils ambitionnent de faire la même chose, à peu près sur tout, y compris le nucléaire. Alors la Chine tente de se défaire de l'emprise du charbon, on en a parlé, via une forte électrification, portée évidemment par une électricité qui était au début très dépendante du charbon. Mais ils ont réussi quelque part quand même à progressivement casser cette dépendance directe entre PIB, électricité, charbon, comme vous voyez sur la figure à gauche, depuis le début des années 2010, et notamment en développant, on va le voir dans un instant, tout ce qui est énergie décarbonée, donc renouvelable, mais aussi nucléaire. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une forte diminution, même s'ils ne sont pas nuls, des investissements sur le charbon. Donc on parle souvent dans les médias du fait qu'ils continuent à construire des centrales, c'est vrai, mais quand on regarde quand même le total des dépenses qu'ils font sur ces sujets-là, ils sont en forte diminution, c'est le bleu foncé sur la figure du milieu, avec, vous voyez, une rupture assez significative dans les années 2016-2017. Et puis, tout ça fait qu'aujourd'hui, malgré tout, ils ont encore une électricité qui dépend à 65% du charbon, mais il y a 10 ans, c'était à 80%. Donc vous voyez quand même que les chiffres bougent vite. La Chine est capable de faire des transitions et des mouvements qui sont assez impressionnants et assez inimaginables en fait dans nos pays, notamment parce qu'ils construisent un système, donc évidemment, ça donne beaucoup plus de marge de manœuvre. Alors, juste quelques illustrations, parce que je crois que ça mérite quand même. Quand vous regardez, par exemple, l'éolien, vous voyez qu'aujourd'hui,
40% de l'éolien mondial, il est chinois. La courbe de croissance que vous voyez au milieu se passe de commentaires. Et quand vous allez dans certaines régions, notamment la région du nord-ouest, vous avez des champs à perte de vue sur des centaines de kilomètres d'éoliennes. Alors ça tombe bien, on est en zone désertique, donc ça ne gêne pas grand monde, mais ça représente des volumes, enfin des quantités d'éoliennes qui sont juste incroyables. Et vous avez exactement la même chose sur les panneaux solaires. Donc 36% du parc mondial est chinois, là aussi avec une croissance qui a été extrêmement rapide et à peu près dans les mêmes régions. Et donc, ils ont à la fois les plus grands parcs aujourd'hui, c'est le premier parc éolien, premier parc photovoltaïque, mais c'est aussi les plus forts taux de croissance, malgré tout. Donc tout ça montre qu'il y a vraiment un développement qui est extrêmement rapide. Hein. Typiquement, vous voyez, sur le photovoltaïque, ils sont à 33% de croissance à l'heure actuelle, ce qui est extrêmement important. Et ils sont le pays qui investit évidemment le plus dans ces technologies, hein, la courbe rouge à droite. Donc vous voyez qu'ils ont largement dépassé et les États-Unis et l'Europe sur ce sujet des renouvelables, même si ça diminue un peu à l'heure actuelle du fait évidemment des tensions économiques et de la croissance hein, qui doivent assurer malgré tout. Alors tout ça, ça met évidemment, comme partout, hein, j'allais dire, le réseau électrique sous tension. D'autant plus qu'il y a un déséquilibre très fort géographique entre le lieu finalement où a lieu ces productions. Vous avez vu que sur les deux cartes précédentes, c'était au nord-ouest, et là où réside l'essentiel de la population et l'essentiel de l'industrie, qui est globalement, on va dire, les côtes, donc l'Est. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Ils ont un enjeu d'équilibre entre l'offre et la demande qui est particulièrement difficile à gérer, surtout vu la taille du pays, et qui fait que ils font un peu feu de tout bois, donc à la fois en développant des lignes haute tension, vous en avez une illustration sur la carte sous les yeux, y compris des lignes haute tension au courant continu, enfin très haute tension au courant continu. Ils croient beaucoup aux vertus des smart grids, donc mettre de l'intelligence artificielle un peu partout et du numérique pour optimiser en tout point et à toute échelle finalement la consommation et la production, y compris avec le développement des smart cities, des cités intelligentes, hein, dans lesquelles ils mettent des milliers, des millions de capteurs. Évidemment, ils développent le stockage stationnaire, donc les batteries, je n'y reviendrai pas aujourd'hui. Et puis, évidemment, ils développent des moyens de production pilotables, parmi lesquels, vous devinez, on va arriver au nucléaire qui a sa place tout naturelle pour les Chinois dans ce paysage et fait vraiment partie des solutions qu'il faut développer pour l'avenir. Alors, où en est la Chine aujourd'hui sur le nucléaire? Vous avez ici une figure qui vous présente donc chaque petite barre, hein, c'est sur une échelle de temps la durée pendant laquelle ont été construits les différents réacteurs qui sont aujourd'hui en opération. Donc vous voyez que effectivement, il y a eu quelques, on va dire, les périodes des pionniers là, dans les années 80-90, et puis le pic du démarrage, hein, c'est vraiment milieu des années 90, hein, et puis notamment ensuite milieu des années 2000, vous voyez ce lancement très continu pardon, d'énormément de réacteurs au fil de l'eau. Donc on est vraiment dans une période de développement du parc. Hein, et alors ce qui est important aussi, c'est que les technologies ont évolué, c'est-à-dire que jusqu'en 2006, donc c'était uniquement des réacteurs de deuxième génération, hein, notamment liés à l'implication de la France, hein, qui a transféré une partie de son savoir-faire sur ces technologies-là, hein, et qui a aidé la Chine à monter, je dirais, dans le train de l'électronucléaire civil. Hein. Et puis, depuis le milieu des années 2000, hein, on est clairement sur la troisième génération. C'est un point qui a été, je dirais, formalisé et ancré finalement après Fukushima, puisqu'ils ont décidé à cette échéance, à cette date-là, que dorénavant, il n'y aurait plus que des réacteurs de troisième génération. Donc avec, au début, des modèles étrangers, donc AP1000 et EPR, sur lequel je reviendrai, l'AP1000 étant censé être le modèle de référence, et puis, au vu des difficultés sur les chantiers AP1000, ils ont rapidement développé leur propre technologie, le Hualong, donc l'HPR1000, sur lequel je reviendrai dans un instant. Donc, bon an, mal an, quand même, vous voyez que sur les 5 dernières années, ils ont démarré 20 réacteurs. Hein. Donc, c'est loin d'être anecdotique, et je peux vous garantir que le rythme ne va pas se ralentir. Alors aujourd'hui, donc, ils ont un peu de choses près rattrapé la France. Hein. Ils sont plus très loin. Donc 51 gigawatts, troisième parc électronucléaire mondial. Ils démarrent, vous voyez, 4 à 5 réacteurs par an. Ils ont produit en 2020 366 TWh, hein, donc plus que la France l'an dernier. Donc ils ont été deuxième producteur d'électronucléaire. Et alors malgré tout, et c'est peut-être la surprise effectivement de ce pays qui est à la taille d'un continent, c'est que ça ne représente qu'à peine 5% de la production électrique. Et donc vous voyez tout de suite l'ampleur ou les marges, je dirais, de développement qu'il peut y avoir sur ce pays. Donc ils ont aujourd'hui 16 réacteurs qui sont en construction, hein, et continuent à en lancer 4 à 6 par an, et sans doute pendant plusieurs décennies
tant qu'en tout cas il n'y ait pas de changement de politique notoire. Et dernier point, vous voyez sur la carte, l'ensemble des réacteurs qu'ils ont aujourd'hui sont localisés sur les côtes. Donc c'est aussi une décision qu'ils ont prise suite à Fukushima de rester sur les sites en bord de mer et de ne pas aller sur les sites en bord de rivière pour des raisons, on va dire, culturelles essentiellement sur lesquelles je pourrais revenir éventuellement. Alors quelle est leur ambition pour le futur sur les réacteurs? Donc ils ont un objectif 2025 qui est 70 gigawatts. Et puis ils ont un objectif 2035 alors qui n'est pas clairement affiché noir sur blanc, mais qui est aux alentours de 130-150 gigawatts, c'est-à-dire d'avoir 10% de leur production électrique qui soit liée à l'électronucléaire. Et clairement, donc vous voyez, le nucléaire, pour eux, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat, ça fait partie des énergies décarbonées et ça a toute sa place aux côtés des énergies renouvelables, notamment pour pallier aux problèmes d'intermittence, évidemment. Donc, des objectifs très ambitieux qui nécessitent la construction et le lancement de 6 à 8 réacteurs par an, une grande efficacité dans les projets qu'ils sont en train de conduire. J'y reviendrai dans un instant sur le Roilong. Roilong, donc, est devenu, comme vous le voyez, la technologie de référence. Et là aussi, il faut être assez lucide. L'essentiel du parc qui va être construit dans les années qui viennent, ça sera un parc Roilong. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour des VVER russes ou pour des EPR chinois, mais je dirais que ça sera un peu, si vous me permettez l'expression, en strapontin, je dirais, et plutôt dans des deals politico-économiques ou industriels globaux et pas, je dirais, uniquement pour la vertu propre de chacun de ces réacteurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on essaie de se projeter un peu plus loin, une des dernières études de la NDRC, qui est le ministère, on va dire, en charge de la programmation, pour faire simple, montre que s'ils voulaient respecter leurs engagements d'émissions de CO2, et notamment en adéquation avec l'objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré, il faudrait qu'ils construisent à peu près 300 réacteurs d'ici 2050, de manière à faire monter la part de l'électronucléaire à 21%. Donc des montants tout à fait colossaux, et en termes d'investissement, et en termes évidemment de nombre de réacteurs et de nombre de sites. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois de ce petit réacteur Roilong. Je m'y arrête un instant parce que l'histoire mérite qu'on en parle. C'est donc leur réacteur de référence, donc un réacteur de 3e génération de 1200 MW, avec des options de sûreté, je dirais. Finalement, ils ont capitalisé, je dirais, sur à la fois tout ce qu'ils ont pu apprendre de la filière française, donc du REP 900 et puis de l'EPR qu'ils ont construit sur l'un et l'autre sur leur territoire, et puis également de ce qu'ils ont pu apprendre au travers des expériences AP1000. Donc on a des approches de sûreté qui mixtes, approches passives et actives, donc on va retrouver des choses qui sont assez similaires à ce qu'on peut avoir dans nos réacteurs, des choses qui sont un peu différentes, typiquement la rétention en cuve en cas d'accident de fonte du cœur, qui est une option pour ceux qui connaissent le sujet, qui est un peu différente de ce qu'on fait aujourd'hui chez nous. Donc un objectif économique qui est mis toujours vraiment je dirais comme un objectif premier, donc vous voyez, avec des rechargements assez espacés et un taux de disponibilité extrêmement important, qui est, ceci dit, est conforme à ce qu'ils sont capables de faire sur leur parc aujourd'hui. Et puis, dernier point important, c'est qu'ils ont un objectif d'efficacité dans la construction qui ne se dément pas. Donc, ils annoncent une durée de construction inférieure à 6 ans, une durée de vie de 60 ans. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est juste des annonces ou pas? Pas tant que ça, parce que quand on regarde la petite histoire, justement, et vous avez ici un chronogramme sur l'histoire du Roilong, donc je vous ai dit, il a démarré, alors certes, il y avait déjà des études chez les deux grands industriels que sont CNNC et CGN, mais enfin, formellement, il s'est concrétisé, on va dire, au début des années 2000, donc en capitalisant beaucoup sur ce qu'ils avaient pu récupérer comme retour d'expérience des pays étrangers, des industriels étrangers. Mais donc, vous voyez que l'autorisation de lancement de leur tête de série, qui est Fuching 5, c'est au mois de mai 2015, donc c'est relativement récent. Et le réacteur a divergé en octobre 2020. Donc, en 65 mois, ils ont construit leur tête de série. Donc, vous voyez quand même une efficacité, alors qui n'est pas juste un effet d'aubaine, j'allais dire, c'est que derrière, aujourd'hui, il y a une chaîne industrielle qui est extrêmement mature, qui aujourd'hui donc repose sur plusieurs industriels, ce n'est pas juste un monopole d'État, et qui annonce aujourd'hui être capable de fournir 12 chantiers, 12 réacteurs par an. Donc vous voyez une capacité qui va même d'ailleurs au-delà aujourd'hui des prévisions de croissance du parc, ce qui explique aussi pourquoi ils sont très présents à l'export, parce qu'aujourd'hui ils sont loin de saturer avec leur programme national leur capacité. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler, mais enfin, vous imaginez bien que derrière, en termes de construction de capacité, de développement de capacité, de R&D, etc., c'est à la même échelle que ce que vous pouvez voir ici. Alors, un petit mot sur le cycle autour de tout ça, parce qu'évidemment, les réacteurs tout seuls, ça ne fonctionne pas bien. Alors,
Autant sur les réacteurs, vous comprenez, de mon point de vue, ils nous ont aujourd'hui rattrapés, si ce n'est sur certains sujets, ils sont peut-être devant. Autant sur le cycle, ils sont clairement en retard. Par contre, ils ont clairement pris conscience de leur retard et ils investissent beaucoup dessus. Donc j'aurais tendance à dire, à leur faire confiance, j'allais dire, sur le fait qu'ils vont assez vite rattraper sans doute le retard qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut en dire? Sur la partie amont, vous voyez que sur les mines aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont qu'un tiers en gros de leurs approvisionnements qui sont domestiques. Ils ont, de mon point de vue, sous-investi sur ce sujet-là, parce qu'ils ont des réserves qui sont plus importantes que ça. Et donc aujourd'hui, leur objectif, c'est d'essayer d'équilibrer entre un tiers d'approvisionnement domestique, un tiers d'approvisionnement sur des actifs à l'étranger, mais possédés par l'industrie russe, donc on va dire des actifs contrôlés, et puis un tiers sur le marché. Sachant que derrière, il y a aussi l'idée pour le moment de préserver les ressources qu'ils ont sur le territoire tant qu'ils ont accès au marché extérieur. Sur la partie le conversion, enrichissement, fabrication. Donc là, il faut savoir que c'est le monopole de la grande entreprise d'État CNNC, qui était aussi une entreprise qui gère le nucléaire militaire. Donc sur cette partie-là, c'est vraiment très dual. Et donc c'est très opaque, on va dire. Donc pas toujours évident de savoir exactement où ils en sont. Ce qui est très clair, c'est qu'ils ont redéveloppé, ils ont bénéficié d'un certain nombre de technologies importées, notamment des Russes, qu'ils ont sinisé, redéveloppé. Je pense notamment par exemple aux centrifugeuses. Aujourd'hui, ils ont sorti un modèle qui, de ce qu'ils en disent, atteint des performances similaires à ce qu'on peut avoir, je dirais, dans le monde occidental, on va dire. Donc ils sont vraiment en train de se réapproprier, de remettre à niveau l'ensemble de leur outil industriel. Sur la partie aval, donc, ils ont clairement affiché la fermeture du cycle et le traitement recyclage comme étant leur scénario de référence. Donc, ils ont une petite usine historique qui avait été construite à l'époque par les Russes de 50 tonnes sur un site dans le désert du Gansu, qui est en train d'être modernisé. Et à côté de ça, ils ont lancé 2 projets. Donc, un projet domestique de 200 tonnes en capacité de traitement, donc un quart d'une des 2 usines de Lag, dont l'objectif, donc à Jinta, dont l'objectif annoncé est de fabriquer du MOX pour les réacteurs rapides, notamment pour leurs réacteurs 600 MW qu'ils sont en train de construire. Et puis derrière, vous savez sans doute qu'il y a une négociation au long cours donc avec Orano sur une éventuelle vente d'une usine commerciale 800 tonnes an, là qui serait pour faire du MOX non plus rapide, mais du MOX réacteur à eau légère. Dernière chose sur le stockage, donc ils ont saisi le sujet à bras-le-corps. Donc ils ont défini en avril 2000, je finis par me mélanger les pinceaux, 2019, sauf erreur de ma part, donc un site de référence qui est localisé à Baishen, dans le désert du Gansu, qui est un milieu granitique. Ils ont attaqué la construction de leur laboratoire souterrain. Alors quand même, les Chinois restent les Chinois, donc ça sera le plus grand laboratoire souterrain, le plus beau, tout ce que vous voulez. Donc c'est en plein développement. Ils ont vraiment une logique de développer des projets, des programmes de recherche, de compréhension, de l'ouvrir à l'international. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis sur la partie stockage, déchets, faible activité, ils étaient sous-dimensionnés, donc ils sont en train d'ouvrir des stockages complémentaires pour se mettre, je dirais, en adéquation quelque part avec leurs besoins. Alors, comme je disais tout à l'heure, la France a toujours été au contact, pour ne pas dire à contribuer à cette aventure du nucléaire chinois. D'abord sur le développement des réacteurs de 2e génération. Vous connaissez tous l'histoire de la construction des réacteurs de Dayabé, de Lingao dans les années 80, donc sur les 900 MW français, avec le transfert de licence à la Chine, et puis plus récemment des EPR de Taishan, qui ont démarré en 2019 et 2020, et que vous avez vu déjà tout à l'heure sur la première photo d'introduction de cet exposé. Donc derrière, je le disais à l'instant, donc sujet qui pourrait potentiellement, là aussi, s'inscrire dans une certaine continuité de proximité des 2 pays, qui est la négociation sur une possible vente d'une usine commerciale de 800 tonnes an, qui est un sujet évidemment complexe, parce qu'il embarque beaucoup d'autres dimensions avec lui, et qui donc continue à faire l'objet de discussions entre les 2 pays. Pardon, oui, j'avais oublié de vous passer ce que je viens de vous dire. Alors, on a parlé des SMR. C'est un sujet sur lequel la Chine investit depuis pas mal d'années, et avec une vision qui est très proche finalement de ce qu'a pu nous présenter Michel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment comme objectif que ça serve à plein de choses. Et vous voyez ça sur cette carte, et en particulier, ils développent beaucoup les usages qui sont non électrogènes, donc pas pour produire de l'électricité, mais vraiment pour répondre à d'autres usages.
Donc, au hasard, la fourniture d'électricité, enfin, bon, ça c'est électrogène, vous allez me dire. Bon, la fourniture d'électricité, effectivement, dans les zones désertiques, mais sans réseau, quelque part. Le chauffage urbain. Donc, sur le chauffage urbain, aujourd'hui, ils ont des prototypes de réacteurs piscines pour chauffer notamment le nord de la Chine, qui utilise du charbon pour le moment. Donc, ils ont un prototype qui est en train d'être construit dans la région de Harbin. Ils ont aussi des objectifs production de chaleur industrielle, production d'hydrogène, dessalement d'eau de mer, alimentation électrique également sur des îlots isolés ou sur des barges, et puis également tout ce qui est propulsion pour les navires. Donc vous voyez vraiment quelque chose d'extrêmement diversifié, avec en gros, aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'il y a une douzaine de projets, dont au moins 4-5 prototypes qui sont en train d'être construits, et dont des premières réalisations, puisqu'ils ont démarré en septembre de cette année, donc il y a un mois, leur réacteur haute température, donc de 250 MW thermiques, donc à Shida-One, dans le Shandong. Et puis également, ils ont démarré un premier démonstrateur sur un réacteur fondu, donc un réacteur à sel fondu, au thorium ce cours-ci, donc la fameuse filière TSMR. Alors, je dirais en version, pour le moment, ils sont vraiment en des phases de démonstration, c'est-à-dire que c'était uniquement sur la partie cœur. Il n'y avait pas toute la partie recyclage du combustible, qui est loin d'être la plus simple. Et un point qui est important derrière tout ça, c'est que ce que vous voyez aussi émerger, c'est que pour eux, il y a une convergence naturelle entre, on va dire, la démarche réacteur avancé, la démarche SMR, et en particulier donc toutes les technologies, on va dire, génération 4, pour simplifier, ont pour eux vocation à commencer à se déployer sous forme de SMR avant éventuellement de passer sur de la plus forte puissance. Alors, sur le plus long terme, comment est-ce qu'on articule tout ça? Aujourd'hui, j'allais dire, leur vision peut-être officielle, si je peux utiliser ce terme-là, c'est vraiment finalement quelque chose dans lequel on ne va pas être dépaysé, c'est-à-dire que ce qui structure vraiment actuellement leur stratégie, c'est finalement des systèmes à double strate avec des réacteurs thermiques, alors plus diversifiés que uniquement des réacteurs à eau pressurisée, parce qu'ils ont des Candu aussi, etc. À côté de ça, une filière rapide qui sont en train de construire. Donc, ils ont un réacteur 20 MW qui a été longtemps arrêté, mais qui a redémarré dans la banlieue de Pékin. Ils sont en train de construire un 600 MW donc à Xiapu, dans lequel, de ce que je comprends, le génie civil est terminé. Ils sont en train maintenant de faire le montage des équipements. Et puis, ils ont d'ores et déjà un projet de réacteur de plus de 1000 MW. Donc, ils annoncent, alors c'est peut-être un peu, je dirais, ambitieux, et il faudra voir comment la réalité ça se concrétise, mais qu'ils annoncent pour 2035. Et puis derrière, ils ont la fusion. Et il faut savoir que c'est un des pays sans doute qui investit le plus sur la fusion. C'est d'ailleurs le pays qui est le plus présent sur ITER, dont on vient de parler précédemment avec Bernard Bigot. Et ils ont vraiment, je dirais, une vision assez surprenante parce qu'ils sont déjà en train de penser au réacteur industriel sur la fusion, alors même que, vous le savez sans doute, on a encore un certain nombre de verrous à lever sur, j'allais dire, la faisabilité. Et donc aujourd'hui, quelque part, sur la fusion, ils ont déjà, en parallèle finalement de leur participation à ITER, de la réflexion qu'il peut y avoir dans les équipes internationales, ils ont déjà travaillé de manière assez avancée sur le design de ce que pourrait être leur réacteur industriel. Ils ont même déjà d'ailleurs acquis le site, ils étaient déjà ces dernières années en train de faire la partie terrassement, génie civil, etc. Donc vous voyez, ils ont un peu tendance à paralléliser, voire on pourrait peut-être avoir tendance à dire à mettre la charrue avant les bœufs, mais tout ça pour dire qu'ils n'ont pas peur d'investir, et c'est sans doute un de mes messages aussi, ils mènent tout en parallèle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils sont agnostiques en termes de technologie, ils les essaient toutes, et puis j'allais dire que la meilleure gagne. Et puis d'ailleurs, potentiellement, il y a la place pour plusieurs en fonction des différentes niches et des besoins qu'ils pourront avoir. Et clairement, la fusion s'inscrit dans ce paysage, avec notamment, vous voyez dans les deux photos du bas, des tokamaks aujourd'hui, donc ils ont amélioré par rapport aux anciens qu'ils avaient, et notamment et modernisés, et qui ont aujourd'hui un certain nombre de records de durée de plasma à l'échelle mondiale. Donc, un paysage extrêmement riche dans lequel la Chine non seulement construit à un rythme, je dirais, qu'on retrouve nulle part ailleurs, mais aussi investit dans les technologies de demain, de manière, encore une fois, je reviens à ce que je vous disais en introduction, à se positionner comme étant le pays en leadership technologique sur l'ensemble de ces sujets. Alors, où est-ce que tout ça, ça nous mène? C'est une bonne question. Donc évidemment, il n'y a pas de document chinois qui nous dit voilà ce que sera le mix énergétique en 2050. Mais quand on regarde ce que peuvent faire les think tanks proches du gouvernement, notamment, je reviens sur les équipes qui sont en lien avec le ministère en charge de la planification, de la programmation, vous avez ici typiquement le genre d'exercice ou de scénario auquel ils se livrent. Donc vous voyez plusieurs messages derrière tout ça. Petit 1, leurs besoins électriques, énergétiques vont continuer à croître, donc ils sont bien
ils ont à faire face deux choses. Une croissance qui est très forte et en parallèle un changement de mix. Donc, alors certes, le fait que ça soit en croissance, ça ouvre des opportunités, mais ils ont quand même deux challenges ou deux défis à gérer en parallèle. Et vous voyez un basculement du mix énergétique chinois en un nombre relativement court d'années qui peut potentiellement être assez significatif. Donc vous voyez à la fois sur la figure à gauche, sur les camemberts à droite, vous voyez qu'évidemment en noir c'est le charbon et le fossile, et vous voyez qu'ils veulent le réduire de manière très considérable, la part de ces énergies fossiles dans la production électrique, aux dépens à la fois des renouvelables, c'est ce que vous voyez en bleu clair et en orange respectivement pour l'éolien et le solaire, et également du nucléaire. Mais malgré tout, vous voyez que la part du nucléaire, je vous disais, j'ai donné les chiffres tout à l'heure, aujourd'hui ils sont en train de dire que ça pourrait représenter 10 à 20% du mix énergétique, ce qui fait déjà un nombre très très important de réacteurs. Donc en conclusion, la Chine, donc un pays très carboné à l'heure actuelle, mais qui a vraiment mis, je dirais, la transition énergétique au cœur de sa stratégie. Encore une fois, pas forcément uniquement je dirais, pour répondre aux enjeux du changement climatique en tant que tel, mais parce qu'elle est persuadée que ça va être un vecteur fort de sa domination politique, technologique, économique dans le monde de demain. Et donc, c'est un vecteur, quelque part, de sa stratégie. Donc, ça veut dire que, voilà, il y a un alignement, j'allais dire, des acteurs à l'ensemble des échelles du pays, des différentes échelles du pays, qui est assez important, et des développements qui se font vraiment à grande vitesse. Donc, une neutralité carbone annoncée d'ici 2060. On verra bien s'ils sont capables de tenir cet objectif, sachant que je vous rappelle qu'ils doivent préserver en parallèle la croissance économique et leur indépendance pour préserver leur modèle, on va dire. Donc ils investissent massivement dans les énergies bas carbone, donc ils veulent en devenir le leader. Vous voyez qu'on sait tous qu'ils dominent déjà largement les technologies qui sont matures, mais il faut avoir en tête qu'ils sont en train de se préparer à dominer, enfin ils ont l'ambition de dominer de la même manière les batteries, l'hydrogène, le nucléaire de demain, etc. Je ne dis pas qu'ils vont y réussir, mais il faut savoir qu'ils font tout, en tout cas, pour essayer que ça se passe ainsi. Et puis, le nucléaire, pour eux, fait vraiment partie du paysage. Il est consubstantiel finalement à cet enjeu de la décarbonation. Donc, il y a un rattrapage aujourd'hui qui est déjà réel, effectif sur la partie réacteur, et avec une vitesse de déploiement qui leur permet aujourd'hui de porter l'innovation de manière considérable. Ils investissent beaucoup sur donc, les technologies de demain en allant jusqu'à des démonstrateurs sur l'ensemble des technologies. Ils ne se posent pas la question de choisir avant, ils font le démonstrateur et ils choisissent après. Et puis, il reste le cycle, qui reste le parent faible, on va dire, de la politique chinoise jusqu'à maintenant, mais sur lequel il y a un fort investissement et sur lequel il y a quand même fort à parier qu'ils vont assez vite rattraper leur retard, mais pour lequel, évidemment, en attendant, on continue à disposer d'un avantage concurrentiel, compétitif certain. Merci. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en termes de présentation de la situation chinoise qui, vous le voyez est riche d'enseignements et de mouvements. Merci beaucoup. Merci Christophe Poinceau. Voilà, qui veut poser la première question? Allez-y. Bonjour Benoît Avaux et Inès Théenne, Cadarache. On a vu que les Chinois étaient assez présents, surtout pour ITER. Mais quelle est la perspective, on peut dire, employabilité des ingénieurs français en Chine? Est-ce qu'on peut se projeter? Est-ce qu'on peut dire que les Français ont leur place encore en Chine? Ou ils développent tout localement et ils vont employer que des ingénieurs chinois? Alors, c'est une bonne question. Je vais prendre un petit détour pour y répondre. Vous n'êtes pas sans savoir que la Chine est complètement fermée depuis mars 2020. C'est-à-dire que quand je dis complètement fermé, vous ne pouvez pas aller en Chine aujourd'hui, et aujourd'hui, on pense que ça va encore au moins durer quelques années. Tout ça pour dire qu'au-delà du Covid, qui est un fait réel dont ils usent et abusent, derrière, il y a une volonté politique quand même un peu de découpler, on va dire, d'un point de vue, en tout cas, échange humain, la Chine du reste du monde, par peur de contamination d'idées qui pourraient conduire à remettre en cause leur système politique. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il va être de plus en plus difficile, effectivement, d'être impliqué en Chine et que les Chinois vont laisser la place à des acteurs étrangers sur, on va dire, des technologies, des compétences qu'ils ne maîtrisent pas encore. Avec, je vous rappelle le petit schéma que je vous ai montré, là, qui est tiré de leur publication à eux. Donc faut être lucide. Quand ils nous accueillent à bras ouverts, c'est parce qu'ils espèrent récupérer nos savoir-faire. Donc à nous d'être plus astucieux qu'eux, mais faut savoir qu'ils ont ça en arrière-plan, quoi. Donc collaboration avec la Chine, oui, il y a des opportunités, mais il ne faut pas être naïf, il faut y aller en prenant toutes les précautions qu'il faut. Merci, monsieur. Bernard Tamin, universitaire. Sur l'un des derniers transparents que vous avez montré,
J'ai cru voir que le poids des renouvelables éoliens et solaires en 2050 serait largement plus de la moitié. Comment ils vont gérer l'intermittence? Est-ce qu'ils ont prévu ça ou pas? Oui, c'est une bonne question. Donc, ils investissent beaucoup sur le stockage stationnaire et sur des nouvelles technologies de batterie, je dirais, plus performantes, tout solide, etc. Donc, il y a un gros investissement sur ce sujet-là. Après, ils auront toujours des technologies pilotables, hein. Alors, il y a le nucléaire dont j'ai parlé, mais il faut savoir qu'en fait, vous avez vu que le noir, il ne s'éteint pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement assis sur un stock de charbon qu'ils ne vont pas arrêter le charbon. Donc, comment est-ce qu'ils vont atteindre le net zéro derrière tout ça? C'est qu'ils travaillent fortement et ils croient beaucoup sur le piégeage du CO2 et soit son stockage, soit sa réutilisation. Et c'est pour eux une technologie qui est indispensable. Ils ne pourront pas se défaire du charbon qui représente 60% de leur énergie aujourd'hui. Donc, ils vont aller vers le CCS ou vers le CCUS. Merci. Valérie, vous avez une question? Oui, ma question, c'est que tu as montré que l'éolien et le solaire se développaient beaucoup dans le nord-ouest de la Chine, mais à ma connaissance, il n'y a pas de besoin d'électricité énorme dans le nord-ouest, puisque les usines sont plutôt sur la côte. Oui, c'est du désert. Hein, donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie de cette production est perdue? Et aussi, comment ils vont faire en termes de gisement pour développer tout ce qu'ils doivent développer, ce que tu as montré dans les scénarios 2050? Alors, c'est un peu ce que je montrais sur... non, j'ai plus mes slides. Sur la carte où je vous disais qu'il faut qu'ils développent un réseau de connexion haute tension très dense pour justement être capable de connecter ces gisements énergétiques intermittents de renouvelables qui sont à l'ouest avec la partie consommation à l'est. Donc aujourd'hui, ils sont en train de créer des lignes ultra haute tension, courant continu. Alors c'est à la chinoise, hein, les enquêtes publiques sont assez rapides, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va assez vite à construire. Mais ils sont en train de construire un réseau juste impressionnant. Et derrière lequel ils vont mettre donc effectivement tout un tas d'outils, on va dire numériques ou digitaux au sens large du terme, pour essayer de réguler le mieux possible l'offre et la demande. Et ce qui est intéressant, c'est que, je rebondis sur ce que tu disais Valérie, ils avaient un fort taux de perte sur leur production renouvelable il y a de ça encore quelques années, hein, c'était aux alentours de 20%. Et quand on regarde les courbes, là j'ai pas eu le temps de les présenter parce que voilà, il a fallu faire des choix, ça a chuté considérablement. C'est-à-dire que leur capacité à connecter l'offre et la demande semble, en tout cas pour le moment, fonctionner, s'améliorer. Merci. Alors on va prendre les deux dernières questions de la séquence parce que malheureusement le temps court. Donc les gens ont déjà des micros. C'est monsieur en haut et ensuite monsieur ici au deuxième rang. Allez-y, monsieur en haut. Oui, bonjour, Edouard Ouachani, ingénieur projet chez EDF. Alors déjà, merci pour la présentation. C'était vraiment super. J'avais une question sur notre manière de comparer les modèles, parce que c'est vrai que c'est assez difficile. La Chine est une dictature ou quasi, donc ils ont des marges de manœuvre en termes de... On peut enlever le quasi, c'est une dictature numérique, on va dire. On va dire ça comme ça. Ils ont des marges de manœuvre, enfin, ils n'ont pas les problématiques d'opinion publique, ils ont un aspect volontariste comme on a pu l'avoir à l'époque du général de Gaulle et de Pompidou lors du développement... Je vais vous demander votre question, s'il vous plaît. Voilà. Alors, sur ce point-là, on ne peut pas comparer. Sur le point de l'efficacité opérationnelle, quelles leçons on peut tirer sur leur organisation pour mener à bien des projets sur 5 ans, comme vous l'avez montré? On n'est plus capable de faire, malheureusement, ces derniers temps en Europe. Alors, je ne me lancerai pas sur une réponse sur la partie organisation et modèle politique, etc. Je retiendrai juste un point quand même qui me paraît intéressant et dont il faut peut-être autour duquel il faut peut-être qu'on réfléchisse. Au-delà de leur système, ce qui est utile par rapport au problème du changement climatique et ce qui montre sa pertinence ici, c'est leur capacité à se projeter sur le long terme et à intégrer les options de long terme. Donc là, effectivement, c'est quelque chose sur lequel leur organisation facilite les choses, mais pour lequel il faut sans doute qu'on réfléchisse comment nous aussi, on peut embarquer dans nos décisions de manière plus facile peut-être les enjeux de long terme. Merci. Et monsieur, donc pour conclure cette session avec Gérard Christophe. Cognier. Merci Christophe pour cette présentation. Tu as bien montré les avantages du Hualong, ou tout au moins la manière dont la Chine le présente. On voit actuellement que le Hualong est en train d'être sorti du marché de la Grande-Bretagne. Comment tu vois leur stratégie pour pénétrer le marché européen et notamment obtenir la certification? Alors c'est une bonne question. Déjà, il y a une premier présupposé derrière la question, c'est est-ce qu'ils vont obtenir leur certification ou pas au Royaume-Uni, parce que je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a peu de chances qu'ils en construisent un, mais est-ce que le projet de certification va s'arrêter avant? J'en mettrai pas ma main à couper. Après, très clairement, ils sont très très proactifs et très présents
auprès de tous les pays qui envisagent de construire des réacteurs, que ce soit en Europe de l'Est ou que ce soit sur les autres continents, pour essayer de placer leurs réacteurs Hualong. Vous avez vu que leur filière industrielle a largement les capacités à produire. Donc si ce n'est pas Royaume-Uni, en tout cas, ils feront feu de tout bois pour essayer de trouver d'autres marchés, ça c'est clair. Avec un appui diplomatique et politique qui est de premier plan. On peut prendre encore une question. Qui est-ce qui veut intervenir? Alors, il y a une main qui s'est levée. Je vais vous amener tout de suite un micro. Voilà. Oui, Ludovic Van Hendrich, Société Def. Est-ce que plus concrètement, dans le programme d'investissement de la Chine et la partie R&D que vous avez détaillée avec 4 millions de staff impliqués, etc., vous avez des chiffres sur la collaboration de la France sur ces programmes-là? Oui, enfin pas avec moi, mais là tout de suite. Mais oui, la France, on essaie d'être présent au contact des équipes chinoises sur un certain nombre de sujets où, je dirais, ils sont en avance sur nous et sur lesquels on a des choses à apprendre d'eux et sur lesquels on pense qu'on peut y aller sans trop se faire piller, je dirais, nos propres connaissances ou savoir-faire. Mais si je prends un exemple dans le domaine du digital, du numérique, de l'IA, tout le monde, on va dire tout ce qui tourne autour des usages de l'informatique au sens large, ils sont très très performants. C'est déjà énormément déployé dans la vie de tous les jours et il y a des choses à apprendre. Et ils seront capables de faire des choses qu'on ne sera pas capable de faire parce qu'on a un certain nombre de limitations intrinsèques à nos démocraties qu'eux n'ont pas. Donc ils vont peut-être faire émerger des technologies qu'on aura eu du mal à faire émerger. Donc oui, il y a des contacts. Après, voilà, faut toujours réfléchir au sujet sur lequel on met les pieds. Bien, monsieur. Dominique Varin, ex-CEA. En termes d'organisation de la sûreté, comment ça fonctionne et quelle est son importance comparée à ce qu'on peut connaître en Europe ou en France? Alors, ils ont créé une véritable autorité de sûreté qui néanmoins dépend d'un ministère, donc ce n'est pas une autorité indépendante comme elle peut l'être en France. De toute façon, je pense que dans un système tel que le système chinois, ça n'aurait pas grand sens, même si c'était affiché en tant que tel. Donc on a toujours un débat difficile à trancher de savoir si, du coup, elle est vraiment autonome dans sa prise de décision et capable, le cas échéant, de prendre des décisions dures. Moi, je prendrais juste un exemple pour montrer que je pense qu'elle est en train de gagner quelque part sa légitimité, son autonomie. C'est sur les chantiers de construction du Hualong. Il y a eu un défaut de maîtrise de la sous-traitance sur un des chantiers. Donc, ils n'ont pas hésité à arrêter le chantier, malgré les enjeux qu'il pouvait y avoir, pendant plus d'1 an. Donc, je pense qu'il y a quelques industriels qui ont dû avoir du souci derrière. Mais je pense, au-delà des jeux d'acteurs qui a peut-être eu aussi, parce qu'évidemment, quand ils arrêtent un chantier, on privilégie celui dont on n'arrête pas le chantier. Mais au-delà de ces jeux d'acteurs, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir le moindre incident ou accident. Que je vous l'ai dit, sur les sujets environnementaux, l'opinion publique chinoise a le droit de donner quand même, de s'exprimer un petit peu. Donc je pense que le jour où s'il y avait un véritable incident, ça remettrait complètement à plat leur politique. Donc je pense qu'ils sont très prudents sur ce sujet-là. Mais s'il n'y a pas d'autonomie au sens tel qu'on l'entend, nous, dans nos pays. Oui, Roland Jacquet, retraité Areva. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur leur maîtrise de l'approvisionnement en matières premières pour réaliser tous ces programmes cuivre, lithium, acier? Je vais prendre une boutade qui, d'ailleurs, fait le pendant avec mon activité maintenant, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont acquis une bonne partie des ressources africaines. Donc, voilà, ceci explique cela. Ils ont besoin d'une quantité astronomique de ressources et ils sont présents partout. Avec une capacité à être partout parce qu'ils sont nombreux qui, en plus, les aident. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange très rythmé de questions-réponses. Merci à tous ceux qui ont posé leurs questions.